La restauration collective est un sujet très dynamique pour Bleu Blanc Cœur et à la suite des états généraux de l'alimentation, 50% de produits durables sont imposés dans les restaurants collectifs. Quelle place pour les produits Bleu Blanc Cœur? Pour répondre à ces questions, eh bien, nous avons autour de la table ici même plusieurs intervenants. Nathalie Guéroas, directrice de Bleu Blanc Cœur, qui a été disparue mais qui est revenue. Pierre Veil, qui est ici coprésident fondateur de Bleu Blanc Cœur. Nous avons le plaisir également d'accueillir Florence Lefort, directrice des achats Passion Froid Groupe Pomona. Monsieur l'ex-ministre de l'Agriculture, député Stéphane Travers. Le plaisir également d'accueillir Laurent Terrasson, journaliste spécialisé dans la restauration collective. Jean-Jacques Azan pour Agores Restauration Territoriale et le plaisir également d'accueillir Esther Kalonji, déléguée générale du Syndicat national de la restauration collective. Nous avons, en plus de cela, Sylvie Doria, présidente de Restoco, qui vient de nous rejoindre. On a eu l'envie de se resserrer encore un peu plus ici, même sur cette table ronde, et puis il y aura certainement d'autres intervenants. Une chose est sûre, c'est que pour commencer, petite introduction sera faite par notre directrice, ici même présente, Nathalie Guéroas. On vous laisse la parole. Merci, bienvenue à tous. Donc un énorme merci de votre présence à cette table ronde qui nous tient à cœur. C'est vrai que la restauration collective, c'est un sujet qui est porté par la démarche Bleu Blanc Cœur depuis de nombreuses années. Le développement des filières Bleu Blanc Cœur s'est beaucoup accéléré depuis ces 7-8 dernières années par l'accès à la restauration collective. C'est un enjeu important pour nos filières parce que depuis 20 ans, on construit un projet de filière qui lie agriculture, santé, donc santé de la terre, des animaux et des hommes. L'idée, c'est d'apporter des débouchés à nos producteurs. Et qu'on était présent dans l'artisanat, en grande distribution. Aujourd'hui, on est aussi présent en restauration collective. C'est ce que nous, on appelle de l'équilibre matière. Donc ça veut dire apporter au plus grand nombre des produits de qualité. Et les enjeux de la restauration collective sont au cœur du dispositif Bleu Blanc Cœur. Vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, donc on en est ravis. Et on est vraiment très ravis d'accueillir la grande qualité des intervenants ici présents aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. Merci Nathalie. La première question, eh bien, nous allons la poser à Monsieur le Ministre. Vous êtes à l'origine de la loi Egalim qui porte justement des enjeux de montée en gamme de l'agriculture française. Pouvez-vous nous en rappeler les grands enjeux et surtout nous parler du pilier numéro 2, si je ne m'abuse, de cette loi, visant à une montée en gamme de l'agriculture vers un objectif de plus de qualité et durabilité dans l'assiette des Français? Bien, bonjour à tous, très heureux de participer à cette table ronde et de retrouver les équipes de Bleu Blanc Cœur. D'abord, la loi Egalim, elle est née sur le terrain. Elle est née en Mayenne. Elle est née à la Chapelle-Rinçoin lorsque nous avions, avec Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, rencontré des agriculteurs qui n'arrivaient plus à se faire payer le juste prix de leur travail. Et donc, nous avons décidé de faire ces états généraux avec 3 objectifs. D'abord les états généraux de l'alimentation, c'est-à-dire réunir tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour faire en sorte que les gens se parlent, enfin. Et puis de construire les plans de filière, de l'amont jusqu'à l'aval, pour remettre de la valeur à l'intérieur de tous les chaînons. Et puis ensuite est venue la construction de la loi, un premier pilier économique, redonner du revenu à nos agriculteurs, faire en sorte que par l'inversion de la construction du prix, à travers un certain nombre de mécanismes comme les indicateurs de coûts de production, on puisse partir du coût de production pour bâtir les prix dont les agriculteurs auront besoin. Et puis un deuxième pilier, lui, basé très, très clairement sur une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous, et qui repose sur, on va dire, les 4 piliers de l'alimentation aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, économique, environnementale et sociale. Et autour de tout cela, essayer de contribuer à faire en sorte que notre politique alimentaire 2018-2022, sur laquelle nous avons travaillé, que nous avons mis en place, puisse réfléchir à deux espaces particuliers. Le premier, c'est soigner son capital personnel, c'est-à-dire qu'à travers une alimentation saine, eh bien, que les gens se portent mieux, que l'on diminue l'impact sur un certain nombre de pathologies, l'obésité, trop de gras, trop de sucre, un certain nombre de maladies. Et puis en même temps, c'est porter une attention particulière sur son patrimoine collectif. Et ce patrimoine collectif, c'est notre environnement. Faire en sorte qu'à travers
une production différente, une amélioration et une montée en gamme, eh bien, on puisse servir à la fois nos consommateurs et que l'on puisse apporter à cela, qu'on puisse répondre aux attentes sociétales. Et puis et surtout, des objectifs précis dans la restauration collective avec 50% de produits dont 20% de bio, de produits SICO, sous signe de qualité. Et c'est tout le travail que nous avons mené avec Bleu Blanc Cœur. Tout cela pour assurer à la fois des nouveaux débouchés commerciaux à nos agriculteurs et faire en sorte de répondre à la demande locale, de faire travailler sur des AOP, des AOC, des signes de qualité et que cette alimentation, elle soit au service des consommateurs, au service de nos concitoyens et qu'elle puisse servir notre agriculture, l'irriguer, lui donner ses revenus, lui permettre d'investir et d'aller vers le meilleur. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ces grands enjeux, eh bien justement, nous allons pouvoir maintenant donner la parole à Pierre, qui est le président de l'association Bleu Blanc Cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux pour la filière Bleu Blanc Cœur de continuer à se développer sur le marché de la restauration collective? En quoi l'annonce de la loi Egalim a été pour la filière Bleu Blanc Cœur vue comme une formidable opportunité? Alors, je vais faire un peu d'histoire aussi, parce que vous disiez que la loi des les États généraux de l'alimentation était née en Mayenne. Nous, on est né à quelques kilomètres de là, en Ille-et-Vilaine. Et il y a une vingtaine d'années, on a lancé une démarche collective, il y a 20 ans, pile, suite à une étude clinique. Et l'étude clinique a démontré que deux groupes de consommateurs qui mangeaient la même chose, mais avec des produits issus d'animaux qui, eux, étaient nourris de façon différente, il y avait un impact sur la composition du sang et sur des paramètres qui seront des paramètres de nutrition d'abord et de santé publique ensuite. Et quand on a vu ça, on s'est dit qu'on avait entre les mains quelque chose de formidable pour faire bouger la santé publique d'un côté, l'agriculture française de l'autre. On a continué, notre histoire elle a été jalonnée au fil du temps de reconnaissance. On se souvient quelques-uns de vos prédécesseurs qui sont venus chez nous, Michel Barnier, Stéphane Le Foll, etc., avec un vrai sentiment de contribuer à faire quelque chose. Pas sur une alimentation à deux vitesses, mais sur vraiment rendre accessible à tout le monde cette agriculture à vocation santé, avec des bénéfices qui sont au niveau du sol, au niveau des animaux et au niveau des hommes. Quand est arrivé les États généraux de l'alimentation auxquels on a participé, il y a un terme qui nous a vraiment résonné avec beaucoup de sens aux oreilles, c'est la montée en gamme. Jusque-là, la logique des signes de qualité supérieure versus qualité inférieure, ça ouvrait surtout le champ à une alimentation à deux vitesses. La montée en gamme, ça permet de dire il faut que tout le monde monte. Il faut que dans le cœur de gamme, comme un certain nombre de nos adhérents l'avaient fait, il faut que la montée en gamme, la santé publique, ça doit pas être un choix du citoyen consommateur. Ça doit être un dû pour tout le monde. C'est là-dessus qu'on s'est construit. Et très vite, dans le développement de Bleu Blanc Cœur, il y a un maillon qui a pris en main cette montée en gamme, qui est le maillon de la restauration collective. Bleu Blanc Cœur, c'est des paysans passionnés, des scientifiques qui s'investissent, des boulangers, des bouchers. Et moi, j'ai découvert, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais les gens de la restauration collective comme des gens qui ont une passion. C'est un métier de passionné. Qu'on soit cuisinier, qu'on soit acheteur, quel que soit le maillon qu'on ait dans la restauration collective, quand on nourrit des gens, on a une responsabilité. Qu'on soit paysan ou qu'on tienne une cantine scolaire, on a cette même responsabilité de bien nourrir tout un tas de gens au quotidien de façon saine, sûre et durable. Donc ce rendez-vous-là, c'était le nôtre. On a essayé de ne pas le rater. Aujourd'hui, on est dans l'après. On travaille tous ensemble à faire vivre cette montée en gamme et en faire quelque chose de fort au service de tout le monde. Et merci aux gens de la restauration collective qui se sont impliqués avec beaucoup de cœur dans notre aventure. Merci Pierre. Tu parles d'un avant-après loi Egalim. Donc Esther, tu es la déléguée générale du SNRC, donc Syndicat national de la restauration collective qui fédère les grands groupes de la restauration. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette loi va changer les choses de votre côté ? Donc bonjour à tous. Tout d'abord quelques éléments. C'est bon ? Tout d'abord quelques éléments sur la restauration collective vue par les 40 enseignes des sociétés de restauration collective que j'accompagne.
N'hésitez pas à rapprocher votre C'est bon micro de votre bouche. Hein. C'est bon. Merci. Donc ce sont 40 sociétés de restauration collective en France qui représentent une partie de la restauration qu'on appelle restauration hors foyer au sens large. Ce qu'il faut savoir, quelques chiffres, c'est que la restauration hors foyer en France, c'est un repas sur 10 et qui est réparti de manière équitable entre la restauration commerciale et la restauration collective. Et au sein de la restauration collective, nous sommes deux. Sylvie Doria est là pour représenter tout ce qui est régie directe. Et nous, de notre côté, nous travaillons sur la base de contrats avec les différents acteurs. Nous travaillons sur des secteurs divers et variés, à l'école, dans les circuits de santé, à l'hôpital, dans tout ce qui est médico-social. Vraiment, l'ensemble des secteurs sont occupés par nos adhérents. La restauration collective concédée, c'est plus de 21 000 sites de restauration qui sont vraiment diffusés sur l'ensemble du territoire, donc une force assez forte. On intervient sur, le chiffre n'est pas élevé, mais je vais vous dire en quoi ça a du sens, c'est 5% des repas des Français. Néanmoins, tous les jours dans nos restaurants passent 4 millions de convives, donc avec une opportunité pour nous de pouvoir discuter, échanger avec l'ensemble de ces convives sur leurs besoins, ce qu'on doit faire pour remplir nos cahiers des charges, mais également toutes les actions plus globales que nous devons mener pour rentrer dans la transition écologique et la transition alimentaire telle que l'a évoqué tout à l'heure Monsieur le ministre. Un dernier point, c'est que dans le cadre de cette loi, il a été mis en place, il y a les dispositions, mais il a également été mis en place le Conseil national de la restauration collective, une structure qui est extrêmement chère à nos cœurs, puisque c'est au sein de cette instance-là que les choses doivent se faire, doivent s'ancrer, et on a énormément de chantiers à faire, et on a fait savoir en tout cas au ministère que nous sommes vraiment disponibles pour pouvoir enclencher un certain nombre d'actions sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup Esther Kalonji. La restauration collective qui a été au cœur de la loi Egalim. Monsieur le ministre, nous allons vous demander de reprendre la parole pour nous reparler et nous rappeler les enjeux que vous aviez fixés en matière d'introduction de produits de qualité valorisant nos agriculteurs français. Alors, beaucoup de choses ont été dites par Madame Kalonji et elle a raison de rappeler que un certain nombre d'objectifs dans la fixation des 50% de produits locaux sous SICO, sous label, dont 20% de produits bio, doivent s'inscrire dans une transition. Les choses ne vont pas se faire dans un claquement de doigts. Il y a une demande sociétale à respecter. Sur le bio, par exemple, les choses sont assez simples. On a fixé un objectif à 15% de surface agricole utile à l'horizon 2022. Nous étions à 6,5% au moment du vote de la loi. Aujourd'hui, on arrive à 10%. On a encore 5% à faire d'ici 2022. Alors beaucoup de gens nous ont dit qu'on n'avait pas été assez ambitieux et qu'on aurait dû mettre 50% de produits bio dans le cadre général. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir avancer. Il faut qu'on ait des agriculteurs qui puissent, je dirais, saisir les outils dont ils ont besoin pour se convertir à l'agriculture biologique. Et puis, on a besoin d'avoir les denrées nécessaires tout simplement pour assurer bien la souveraineté alimentaire quotidienne dont nous avons besoin. Et sur donc l'autre partie, les signes de qualité, on a un certain nombre de démarches qui ont été mises en place. Nous avions travaillé sur le HVE, bien évidemment, haute valeur environnementale, mais nous avons voulu, là aussi, permettre à un certain nombre de producteurs de rentrer dans l'HVE de manière progressive pour faire en sorte que pour que nous puissions emmener un maximum de monde et puis essayer d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Et moi, je vais prendre des résultats, enfin des exemples de terrain que j'ai pu voir, que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais en responsabilité et même depuis sur la restauration collective. Je me souviens du restaurant de l'université d'Orsay, par exemple. Restoco, qui travaillait, qui a contractualisé avec un certain nombre de producteurs sur de la farine bio, sur du poulet label, sur des fruits et des légumes dans un périmètre proche du restaurant universitaire, ce qui permettait à la fois d'offrir un débouché commercial aux agriculteurs d'une part, de leur donner la visibilité dont ils avaient besoin et de pouvoir offrir aux convives tous les jours des produits de qualité. Ce sont les plateformes aussi qui ont été montées par les agriculteurs. J'en ai vu dans l'Aveyron, j'en ai vu dans la Mayenne, des agriculteurs qui se sont regroupés en créant des labels,
ou directement en partant de produits AOC, AOP, qui ont proposé ces produits dans des entreprises de restauration collective ou tout simplement auprès des collectivités publiques. Les collèges, les communes ou les communautés de communes assurent les repas, soit dans les EHPAD, dans les cantines des collèges. Et donc là aussi, il fallait donner à ces collectivités la possibilité de pouvoir s'approvisionner local. Mais s'approvisionner local, c'est toujours difficile quand on a affaire à un essaim très disparate de producteurs. Donc il fallait les regrouper sur des plateformes. Et donc moi j'ai encouragé bien évidemment la structuration en organisation de producteurs pour pouvoir trouver les débouchés suffisants de manière à pouvoir offrir à nos enfants les produits de qualité dont ils ont besoin. Et ce sont tous ces exemples qui doivent permettre demain de répondre aux objectifs que nous avons fixés à la restauration collective et que nous avons fixé dans ce deuxième pilier sur cette montée en gamme, ces hautes valeurs environnementales et le fait de mieux respecter son environnement et de rentrer dans une transition de changement de nos pratiques aussi, de nos pratiques agricoles. C'est la question du bien-être animal, c'est la réduction des produits phytosanitaires et c'est la suppression d'un certain nombre de produits qui étaient utilisés jusque-là dans la transformation alimentaire. Et c'est un travail que nous avons à faire d'un bout à l'autre de la chaîne avec l'ensemble des filières. Et ce sont les plans de filières qui nous servent de base pour pouvoir avancer. Vous avez cité un chiffre tout à l'heure, mais il y a un autre chiffre qui est à prendre en compte, par exemple sur la viande. Sur la viande bovine, dans la restauration collective, c'est 70% de la viande bovine qui vient de l'extérieur de notre pays. Et là, nous avons des marqueurs importants. Nous avons des marges de progrès qui sont énormes. Et donc, on a besoin d'accompagner nos filières, de les aider à pouvoir promouvoir leur production et puis de faire en sorte que notre souveraineté alimentaire, elle puisse aussi se réaliser à travers une consommation nationale. Et là, je crois que ce sont des éléments éminemment importants. Et puis, toutes les démarches de qualité qui se mettent en place. Et la démarche Bleu Blanc Cœur, elle a cela en elle que, elle ne part pas juste d'un simple postulat, et vous l'avez dit tout à l'heure. Elle se base sur des méthodes à la fois scientifiques, sur des rencontres de terrain, des analyses précises, mais aussi, on le voit, le partenariat avec un certain nombre d'agriculteurs qui amène aujourd'hui la démonstration que le travail que vous menez, même si vous n'êtes pas parvenu à ce que vous vouliez à travers la loi Egalim, il faut aussi le dire et le rappeler, mais qu'on a besoin de continuer, vous avez besoin de continuer à progresser, à travailler. Et la raison de ma présence ici, c'est de dire que, on peut croire dans ces démarches qualité et qu'on a besoin de les accompagner, de les amplifier et qu'on est là pour ça et qu'en tant que législateur, on est là aussi pour vous aider à ça. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Justement, vous avez évoqué Restauco. La présidente est ici. Nous avons cru un instant qu'elle ne viendrait pas, mais elle est arrivée en entrée fracassante et triomphante, comme on la connaît bien. Sylvie Doria, présidente de Restauco, qui fédère une grande partie de la restauration en gestion directe. D'abord, rappelez-nous comment et pourquoi le réseau Restauco a trouvé dans Bleu Blanc Cœur une démarche valorisante depuis de nombreuses années. Et ensuite, dites-nous comment vous mettez en œuvre cette loi. Est-ce que c'est simple et quelle place dans votre action pour la démarche Bleu Blanc Cœur? Alors pourquoi chez Restauco, effectivement, une grande partie, la quasi-totalité de nos adhérents sont intéressés par la démarche Bleu Blanc Cœur? Moi, je vous parlerai produits avant tout. Parce qu'en fait, nous faisons à manger. Nous sommes des acteurs qui préparons des repas. Et quand vous parlez à un cuisinier, lui, avant de vous parler label, avant de vous parler du choix des produits, il vous parle de la qualité du produit, de ce qu'il va travailler. Et quand j'ai commencé à introduire des produits Bleu Blanc Cœur et quand j'ai discuté avec tous les autres acteurs qui sont dans un champ large, puisque nous couvrons tous les segments de la restauration collective, j'ai les mêmes échos, que ce soit dans l'hôpital, maison de retraite, dans les armées ou dans le scolaire, vous avez des cuisiniers qui aiment travailler ces produits. Ils sont bons à manger, ils sont bons à travailler. Et ça, c'est déjà énorme dans l'organisation, parce que vous ne pouvez pas imposer un produit à un cuisinier, ça, c'est pas possible, et c'est pas normal. Et donc, on a des produits que les cuisiniers aiment. Et quand vous rajoutez à cela la connaissance que nous avons acquise grâce à vous et grâce à vos études scientifiques de tout le bien que ce produit fait à l'animal, à la terre et à l'homme, vous bouclez une boucle. Et c'est un concept complet qui est facile à mettre en œuvre, bon à manger et facile à communiquer, qui intéresse beaucoup les convives. Donc forcément,
forcément, Bleu Blanc Cœur et Restau'co, et je pense d'une manière générale la restauration collective, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne et auquel nous sommes attachés. Alors la loi Egalim, effectivement, on en parle tout le temps, aujourd'hui c'est l'actualité. Je rejoindrai ce que disait Esther tout à l'heure, la restauration collective n'a pas attendu la loi Egalim pour travailler et pour se poser ces questions sociétales. Nous avons, vous, 4 millions, nous 6, 10 millions, c'est la Suède qui se met à table tous les jours, l'équivalent de la population suédoise qui se met tous les jours à table en France, en restauration collective. Donc les tendances sociétales, elles remontent déjà depuis un moment, et nous nous attachons depuis un moment à répondre aux questions, à chercher des solutions, à chercher des produits. Donc la loi Egalim, elle a le mérite, c'est soit vécu comme un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Ça impose un cadre, ça fixe un cap, ça donne des chiffres volontaristes. J'ai entendu le mot simple, non, c'est pas simple, c'est ambitieux, mais c'est volontariste. Et ça peut être perçu comme on le souhaite. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, toujours tourné vers l'avenir. Donc pour moi, c'est une opportunité de cadrer tout ce qu'on a déjà fait, de nous aider à avancer dans ce qu'on n'a pas encore fait pour aller plus loin, et de mettre en place des éléments pour y arriver. Donc on a effectivement signé une charte hier avec un certain nombre d'éléments factuels pour nous engager dans le maximum de nos efforts pour y arriver. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle. On la met, demandez comment on la met en œuvre. On la met en œuvre comme on peut. On la met en œuvre au quotidien. On la met en œuvre avec des éléments concrets. J'allais dire petit à petit, hein, on tire un fil et on continue. Et je pense que la valeur de l'exemple, la valeur des réussites qu'on va arriver à mettre en place, font qu'on arrivera un jour à atteindre l'objectif. L'essentiel, c'est de bouger, c'est d'avancer. Et je dirais qu'on a besoin, pour y arriver, non pas d'opposer les gens, les structures ou les filières, de travailler tous ensemble, de se rassembler, nous tous, restauration collective puisqu'on en parle aujourd'hui, mais au-delà de nous, nos fournisseurs, nos producteurs, de tous ensemble avec ceux qui fabriquent les produits, ceux qui les créent et ceux qui les commercialisent. Ça, c'est le premier point. Vous parliez des filières, de structuration de filières. Donc nous sommes dans l'ensemble des filières agricoles. Nous travaillons sur ces structurations depuis maintenant des mois. Et la mise en œuvre, elle passera aussi par nous. Si on attend que tout nous tombe tout cuit, on n'y arrivera pas. Ça ne tombera pas, il n'y a pas de recette magique. À nous de nous prendre en main, de prendre ces plans de filière pour ce qu'ils sont, de commencer à faire des exemples, de commencer à mettre en place des choses, pas à Paris tout le temps, uniquement, mais sur les territoires, et de travailler ensemble sur le terrain pour construire petit à petit quelque chose qui, j'espère, et j'en suis assez optimiste, nous amènera aux alentours des 50% et des 20% au 1er janvier 2022. Merci Sylvie, tu parles de co-construction, de démarche collective, garde le micro. Du coup, avec Restau'co et d'autres acteurs, je vois Frédéric derrière nous, on a imaginé, on a regardé le texte de loi Egalim et puis co-construit ensemble une démarche, une méthodologie pour pouvoir intégrer ou en tout cas faire promouvoir les produits de la démarche Bleu Blanc Cœur dans ces 50%. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux pour Restau'co et pour la restauration au sens large ? Alors, on a besoin des produits Bleu Blanc Cœur. Je dis clairement, on a besoin des produits Bleu Blanc Cœur pour atteindre les 50%. C'est des produits auxquels on tient et qui vont compter. Aujourd'hui, telle qu'elle est rédigée au sein du CNRC pour les décrets consécutifs à la loi, dans toutes les discussions qui sont en cours, il n'y a pas de liste incluant telle qu'elle en tant que label Bleu Blanc Cœur dans la liste des produits. Donc, il faut utiliser tout ce qui est en notre pouvoir, élargir au maximum pour voir comment on peut faire rentrer ces produits. Effectivement, ce n'est pas clivant, il n'y a pas les 50% de produits labellisés et puis les autres. C'est quoi les autres? Ça fait un peu peur de se dire les autres 50%, ça va être quoi? Il faut qu'on fasse une montée en gamme, il faut qu'on travaille l'intégralité des produits. Encore une fois, hein, nos cuisiniers n'ont pas forcément accepté de travailler des mauvais produits pour compenser les bons. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc nous avons utilisé tout ce qui nous semblait utile en lien avec Bleu Blanc Cœur dans les possibilités ouvertes par les décrets pour voir comment on pouvait prendre ces produits, les valoriser, leur donner toute leur place. Et il faut être un peu créatif. Quand la route est bloquée, on prend un détour. Et c'est vrai que cette construction nous a semblé cohérente, légale,
utilisable. En tout cas, elle a le mérite de poser les choses et de montrer que la volonté de l'ensemble de la filière d'avoir ces produits, la volonté et la possibilité d'y arriver. Et on est aujourd'hui au milieu du gué avec quelque chose de construit qu'on va maintenant passer en test et en réalisation dans les semaines à venir. Merci. Je profite, Frédéric, comme tu me faisais un aparté, tu voulais rajouter un petit quelque chose? Oui, Frédéric Lehouche, je suis directrice du GECO Food Service, c'est donc une association qui regroupe des fournisseurs, notamment agroalimentaires, dédiés au marché hors domicile, dont la restauration collective. On a été très impliqués, Monsieur le Ministre, dans les États généraux de l'alimentation. Le GECO porte les sujets RHD pour l'ANIA. On a signé également, on a eu le bonheur de signer cette charte hier d'engagement. Et il y a un point qui est effectivement très très important. Tout au long des discussions, nous étions tout à fait favorables à ce que les produits bleu blanc cœur, que vous reconnaissez comme étant effectivement des produits de qualité, puissent intégrer ce panier des produits 50%. Malheureusement, les contraintes juridiques ont fait qu'en tant que tels, ils n'ont pas pu y être. En revanche, grâce au travail admirable qu'a accompli BBC, il faut savoir que juridiquement, ces produits rentrent dans le budget des 50%, puisqu'on a des catégories comme celle de la prise en compte des externalités environnementales, mais il y a aussi des catégories ouvertes d'équivalence. Et voilà. Et les acheteurs publics, il est absolument essentiel de rappeler, avec ma casquette de juriste, j'ai été avocat dans une première partie de ma vie, que les acheteurs publics gardent l'opportunité de l'appréciation de l'équivalence des produits aux labels et aux catégories qui sont fixées par la loi ou dans leur cahier des charges. Donc il faut que tous ensemble, puisqu'on est tous ensemble d'accord pour dire que ces produits sont des produits de qualité, qui ont un intérêt et pour les opérateurs, un intérêt nutritionnel, ils rentrent dedans et que nos entreprises, les acheteurs, les acteurs ne s'infligent pas de pénalités tout seuls en se disant on a un doute, on hésite. Il faut y aller. Le sens de l'histoire, c'est de la montée en gamme dans les assiettes et ces produits-là en font partie. Donc ça me semblait très très important de rappeler ce point. Et l'autre point également, en termes d'achat alimentaire, les budgets moyens pour un repas complet en lycée, c'est 1,80 €. Donc on a absolument besoin d'avoir une commande publique qui soit responsable, qui investisse un peu plus d'argent dans l'achat des denrées alimentaires. Pour monter en gamme, il va falloir un petit peu plus de prix dans ce qu'on achète et qu'on met dans les assiettes. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Laurent Terrasson, qui est journaliste restauration collective. Vous êtes un observateur avisé des enjeux en matière de restauration collective. Et en quoi ce travail produit par les acteurs de la restauration collective en lien avec Bleu Blanc Cœur vous semble fondé et pertinent, notamment au regard des enjeux terrain des utilisateurs? Mais en fait, beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que Bleu Blanc Cœur, quand c'est arrivé au tout début, tout de suite, on a envie d'adhérer. C'était bien. Moi, je me souviens de Pierre que je croise. Les animaux qui mangent mieux, forcément, nous, on mangera mieux. Bon, voilà. Donc, on adhère. Sur la qualité des produits, Sylvie l'a dit, dans le four, c'est mieux quand même. La cuisson, de bonne viande. Et puis, ce que j'ai découvert là, en travaillant sur un document, sur cette méthode justement de valorisation de la filière Bleu Blanc Cœur, en fait, c'est l'importance de la filière. Et je pense que le raisonnement qui doit se faire quand on parle de qualité, c'est vraiment d'essayer de tracer la filière, de donner du sens à nos produits. Moi, je rencontre beaucoup d'élus qui me parlent de produits locaux. Les produits locaux ne sont pas forcément de bonne qualité, mais ce qu'on a besoin, c'est un peu du sens. On a besoin de raconter une histoire. Et l'histoire Bleu Blanc Cœur est passionnante. Elle est vraiment passionnante pour les chefs. On a quelque chose à raconter. Puis en plus, c'est bon pour la santé. Et vous avez de nombreuses études qui le prouvent. Maintenant, il est vrai que par rapport à cette loi Egalim, mais comment on intègre l'impact environnemental positif, toi tu l'as dit, bon voilà, c'est super, ça va, vous arrivez à digérer, impact environnemental positif. Peut-être que la loi Egalim est externalité, pardon, mais peut-être que ça évoluera, monsieur le ministre, peut-être que cette loi va un tout petit peu évoluer, un peu plus peut-être vers le social, l'engagement des acteurs. On pourrait peut-être faire quelque chose par rapport à cette loi, parce que pour l'instant, les gens sont un peu contraints, j'ai l'impression. Mais en attendant, Bleu Blanc Cœur, on y croit, c'est pour ça qu'on est là, et puis c'est pour ça qu'on vous soutient, et puis on essaye de réfléchir comment on peut valoriser cette démarche. Les objectifs, ils sont ambitieux, c'est vrai qu'ils sont ambitieux. Mais moi, ce que je vois dans les démarches, c'est que elles font des petits, elles vont essaimer sur le territoire. Il faut qu'on simplifie, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais la façon d'acheter dans les collectivités locales, qu'on simplifie les procédures de marché public. Hein, ça, c'est les engagements sociaux. Qu'on fasse en sorte qu'on ait
des emplois mieux rémunérés aussi dans l'agriculture. Moi, je vois chez moi, dans mon département, aujourd'hui, on a une spécialisation sur le maraîchage, culture de légumes. On cherche du monde, on cherche des collaborateurs. C'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. Et quand c'est un métier qui vous permet de vivre de votre travail, et quand vous arrivez à investir, eh bien, vous vous payez un salaire et vous pouvez, je dirais, porter beaucoup de projets importants. Et puis, c'est la mise en place des plateformes. C'est toute la formation auprès des scolaires, apprendre à mieux manger, les pratiques alimentaires. Les enfants nous poussent tous les jours, mais nous, les parents, nous sommes aussi des locomotives pour faire en sorte qu'on puisse, je dirais, inculquer à nos enfants les bonnes pratiques du bien manger et de savoir reconnaître un bon produit d'un mauvais produit, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que ces démarches qualité, elles sont importantes. Parce que vous pouvez avoir un produit local, mais qui va être infâme à manger. On en a tous eu, bien évidemment. Mais vous avez des produits locaux de qualité parce que vous avez des gens qui se sont engagés dans des démarches, dans une démarche de culture, de production, de type de produit, dans des démarches aussi où on essaye de faire en sorte qu'on puisse donner le maximum d'informations aussi aux consommateurs. Et moi, depuis 3 jours que je parcours les allées du salon, ce que je constate, c'est que les gens, ils ont envie de savoir d'où viennent leurs produits et comment les produits qu'ils consomment ont été élaborés. Du lieu où l'on achète son produit. Et puis c'est en même temps valoriser des territoires, valoriser des terroirs, valoriser des savoir-faire. Et c'est ce que nous avons besoin d'encourager, parce qu'on a une agriculture, c'est un métier difficile, mais c'est un beau métier et on a besoin d'encourager nos agriculteurs. Et c'était aussi un peu la thématique de ce salon de l'agriculture, c'est encourager nos agriculteurs et lutter contre l'agribashing et contre le food bashing. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez parlé des achats et pour le coup, juste à côté de vous, nous avons Florence Lefort qui s'est cachée derrière Pierre, mais qui va réapparaître. Vous êtes directrice des achats de Passion Froid, entité du groupe Pomona. Quel est votre plan d'action ? Alors, dans un premier temps, il nous a paru important, avec notre force commerciale, d'établir des diagnostics. Il est clair que la volonté d'atteindre les 50% et les 20% de bio passera par un bilan qui sera fait par client pour être clairement sûr qu'on a au départ un certain niveau pour essayer de progresser et au fur et à mesure du temps de voir où est-ce qu'on en est. Dans un deuxième temps, on est en train de développer des outils, donc on aura capacité à donner des éléments à nos clients donc sur cette situation, mais dans un premier temps, il faudra premièrement faire un état des lieux. Au regard de ce qu'on se dit là, ce que l'on pense nous au niveau de Passion Froid, c'est qu'il va falloir, par rapport à cette ambition des 50%, élargir et ouvrir à d'autres démarches extrêmement qualitatives. Et aujourd'hui, on est tous réunis sur le stand Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur est un partenaire pour nous important dans cette démarche qu'on considère aujourd'hui, et c'est notoire au niveau de la démarche qu'ils ont eue, de travailler sur cette volonté d'améliorer la qualité de l'alimentation qu'on peut proposer. Et aujourd'hui, on a dans nos assortiments plus de 100 références. Il est clair que les 50%, ça passera par de l'assortiment, mais ce n'est pas suffisant. Et enfin, toutes les orientations, je dirais que pour apprendre, et on a une personne dans l'équipe, donc en l'occurrence Éric Jutin, qui travaille avec les organisations pour essayer de défendre justement la démarche. Donc à travers des salons professionnels, à travers différentes instances où il peut intervenir et il peut comme ça expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc au-delà de ça, nous, notre volonté, c'est d'augmenter le poids. Aujourd'hui, c'est déjà suffisamment significatif. Donc augmenter le poids du volume et du chiffre d'affaires, parce qu'on parlera de chiffre d'affaires par rapport aux 50% dans ce qu'on peut réaliser. Et pour aller un peu plus loin, le groupe et Passion Froid que je représente aujourd'hui a la volonté de développer et de promouvoir une alimentation, un accès à une alimentation plus saine et responsable. Merci beaucoup. Nous aurons d'autres questions après pour vous, mais en l'occurrence, nous allons profiter de la présence de Jean-Jacques Azan pour le réseau Agores et vous demander comment vous allez continuer pour votre part à porter le projet Bleu Blanc Cœur au sein de votre réseau. L'association Agores qui représente la restauration territoriale, donc parfois en délégation, parfois en gestion directe, bon un peu plus en gestion directe qu'en délégation, j'avoue, auprès de nos adhérents, mais qui représente la restauration territoriale, c'est-à-dire 90%
de sa production s'adresse à des scolaires. Nous, on cherche à avoir une intervention en termes éducatifs et pas seulement nourriciers. Donc je vais parler d'abord de l'éducatif, puis après je parlerai de la nourriture. Ça veut dire qu'il est nécessaire qu'on ait une intervention sur ce qui peut apporter un bien-être et puis du goût. Parce qu'on parle de gaspillage, de lutte contre le gaspillage. Je ne sais pas si c'est en réduisant les grammages qu'on va faire moins de gaspillage. Toujours, c'est sûr, on risque. Mais si c'est pas bon, on ne réduira pas grand-chose en fait. On va réduire juste ce qu'on a acheté. Donc la question, elle est comment est-ce qu'on va faire du bon et comment est-ce qu'on va éduquer au goût, comment est-ce qu'on va éduquer à l'alimentation, comment est-ce qu'on va éduquer aux produits. Donc pour nous, Agorès, qui est né il y a un peu plus de 30 ans sur la lutte contre la malbouffe, et pour aider les directeurs de restauration à rompre leur isolement, pour agir, pour améliorer l'assiette, pour nous, il faut faire monter en gamme tous les produits. Mais ça veut dire qu'il faut, et pour ça j'en reviens à l'aspect nourricier, il faut réfléchir à la manière de nourrir. Ça veut dire à des produits à bonne valeur nutritionnelle, on va dire. Au moins bonne valeur nutritionnelle. Alors quand Agorès a rencontré, alors ça s'appelait pas Agorès à l'époque, ça s'appelait ANDRM, a rencontré les produits Bleu Blanc Cœur, bien évidemment, l'adhésion est arrivée assez rapidement, il y a quelques années, qui sait combien 2001. Bon, 2001, donc c'est pas mal. Bon, on a attendu un an, hein, désolé Pierre, mais on n'a pas pu commencer au moment de la petite réunion qui a eu lieu, mais on est arrivé tout de suite. Parce que pour nous, c'est des produits qui sont à haute valeur nutritionnelle, c'est des produits qui font partie d'une vraie démarche de progrès, et cette démarche-là, on ne va pas l'arrêter. La question maintenant, c'est comment est-ce que nos adhérents, sous la contrainte, on va dire, mais j'y reviendrai, parce que ce n'est pas qu'une contrainte, sous la contrainte des 50% et de comment je compte mes 50%, comment est-ce que nos adhérents ne vont pas se faire opposer pour ces 50%, voilà, on ne va pas leur dire, mais ton truc, il n'est pas dans les 50%, ta haute valeur nutritionnelle, on verra plus tard. Donc bien évidemment, le problème, c'est comment est-ce qu'on va arriver à ce que, effectivement, ces produits-là rentrent bien dans les 50%. Moi, je pense que les produits à haute valeur nutritionnelle et les produits qui sont issus de démarches de progrès, et pour le coup, il n'y a pas que Bleu Blanc Cœur d'ailleurs, il y a les produits de la ferme, il y a les produits de montagne, il y a tous ces éléments-là qui sont reconnus par le ministère, par la Direction Générale de l'Alimentation, par tout le monde, comme étant des démarches de progrès. Comment est-ce que ces produits-là vont rentrer à l'intérieur de ces 50% qui seront peut-être 60%, je m'en fiche. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour arrêter avec des produits de mauvaise qualité ou de faible qualité ou de médiocre qualité et qu'on arrive à faire monter réellement tout ça pour tous. Parce que l'enjeu, il est pour tous. Parce qu'en fait, on a une préoccupation, nous, nutritionnelle, c'est que dans nos établissements, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, il y a quand même une petite frange de la population qui n'y mange que son seul repas équilibré. Et si on met de côté cette question d'équilibre nutritionnel, si on met de côté la question de la qualité intrinsèque des produits qui existent, ben on passe à côté d'un petit quelque chose. Moi, personnellement, à titre très personnel, je pense qu'on ne dépense pas assez dans la nourriture. Mais je pense qu'on ne sait pas vraiment non plus ce qu'on dépense en nourriture. Et ça, c'est un vrai problème. C'est les problèmes qui ont été traités dans la grande distribution sur les référencements, qui sont traités par ailleurs sur le différentiel entre ce qui est censé être payé et ce qui est payé réellement, quoi. Et puis ce qui arrive derrière, au bout de la chaîne, dans la chaîne de la valeur, ce qui reste aux producteurs. Et ça, c'est un élément essentiel et qui nous conduit, nous, à privilégier des circuits courts de distribution et à améliorer notre capacité à acheter localement, parce que l'achat local, s'il est de bonne qualité, on n'est pas obligé d'aller chercher le truc qui est dégueu, s'il existe. Mais de toute façon, on ne le trouve pas, parce qu'on ne le voit pas, parce que ce n'est pas celui-là qu'on cherche. Donc quand on a trouvé un produit, il faut pouvoir aller l'acheter et s'exonérer d'un certain nombre de règles de ce qui s'appelait le Code des marchés, qui est maintenant juste le guide de l'achat public, s'exonérer d'un certain nombre de règles européennes et qui font du local, le local, la frontière du local, c'est l'Union européenne, ce qui est un peu large. Et c'est pour ça que nous, on demande une exception alimentaire, c'est-à-dire qu'en particulier, quand on achète en circuit court directement aux producteurs, on n'est pas à appliquer les règles
de la totalité des achats publics, un peu comme ce qu'on avait dans l'ancien code des marchés, quand on achetait directement en marché auprès du producteur, eh ben on pouvait s'exonérer de ce genre de règles. Alors bien sûr, les premiers achats jusqu'à 40 000 € maintenant hors taxe sont exonérés d'une formalisation des achats, mais ça ne va pas suffire pour bien d'entre nous. Et puis voilà. Donc la démarche Bleu Blanc Cœur, elle rentre là-dedans, et pour nous, elle est essentielle. Et le fait que maintenant, on dise pour la terre, les animaux et les hommes, correspond bien à, d'une part, ce qu'on cherche, nous, en restauration collective. Nous, on le fait un petit peu à l'envers. On le fait pour les hommes, les petits, pour nous, les animaux, et puis pour la terre. Et on retrouve la démarche qui est celle de Bleu Blanc Cœur. Merci beaucoup Jean-Jacques Azan. On en profite, il y a Laurent Terrasson qui est juste ici, nous donner juste, alors on le sait, la communication est le nerf de la guerre, mais pouvez-vous nous parler succinctement du guide d'achat des produits responsables que vous avez co-construit avec Bleu Blanc Cœur, sachant qu'on a des paramètres de temps bien sûr, donc on va essayer de non mais là, maintenant. Je vais être très très succinct, il va falloir le découvrir, c'est tout, vous allez le distribuer quand même, vous allez le donner. Donc voilà, on a fait ce travail, je trouve ça très intéressant, ça donne des indications pour vous accompagner donc sur les méthodes d'achat et de valorisation dans vos achats des produits Bleu Blanc Cœur, avec un petit historique en dessin animé, des bandes dessinées, je vais y arriver, des témoignages. On n'a pas votre témoignage, monsieur le ministre, ça va pas. Donc voilà. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, et donc vous avez les fondamentaux de Bleu Blanc Cœur, c'est à lire et à apprendre par cœur. Interro, c'est quand? C'est le 5 mars, c'est ça? Voilà. Et donc un petit document avec une affiche que tout le monde pourra vraiment mettre sur son bureau, c'est ça? Alors ça sera distribué à la réunion Bleu Blanc Cœur du 5 mars. Voilà, donc c'est une avant-première sur le salon. Voilà, mais quand même, il faut le faire savoir. Parce que Bleu Blanc Cœur réfléchit pour tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons être amenés à conclure. Si chacun devait donner une phrase pour montrer comment il va porter la méthode et la démarche dans son réseau. Rapidement, juste pour conclure avec Pierre, ici même. Rapidement, c'est ne pas être exclusif, donner la part à l'ensemble des produits. Il se fait que Bleu Blanc Cœur est une filière qui permet justement d'avoir à la fois la durabilité, le côté sûreté alimentaire et le côté sain. J'ai eu vraiment plaisir et beaucoup d'intérêt scientifique à voir évoluer les travaux sur la démarche Bleu Blanc Cœur. C'est pas courant d'avoir une démarche pour laquelle il y a eu quand même un avis de l'ANSES qui a été publié il y a quelques années. Donc voilà, moi j'encourage vraiment l'ensemble des acteurs à pouvoir s'enrichir de cette démarche-là, qui est extrêmement utile pour nous en termes d'approvisionnement, pas uniquement au niveau des catégories qui sont aujourd'hui fixées par la loi Egalim, mais voilà, faire large et non exclusif. Merci beaucoup. En une phrase, hein, Jean-Jacques. En une phrase, c'est tout l'article 24 de la loi, mais tout l'article 24, ça veut dire là où on dit aussi les projets alimentaires territoriaux, là où on dit aussi favoriser les bons achats nutritionnels et à bonne valeur nutritionnelle, et puis les produits de qualité avec des externalités environnementales positives. Merci beaucoup. Alors qu'on voit arriver Stéphane Layani, bonjour monsieur. En attendant, c'est bon pour vous? Oui? Stéphane Layani, je vous en prie. Écoutez, moi je suis toujours heureux d'être au sein d'un parterre aussi prestigieux. Je salue Laurent, Stéphane et tous les autres qui, évidemment, sont des signes de qualité. Et on peut avoir une origine et ne pas avoir de signes de qualité. Eux, ils ont des signes de qualité. Ils sont Bleu Blanc Cœur. Et être Bleu Blanc Cœur, c'est respecter la santé animale, respecter le bien-être animal, c'est être proche des territoires, c'est avoir une économie raisonnée, c'est donner des produits goûteux, proches des gens, de proximité, bien faits. C'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui, les consommateurs. Et je trouve que Bleu Blanc Cœur, moi je suis très très fier de pouvoir accueillir bientôt à Rungis l'Assemblée Générale de Bleu Blanc Cœur, parce que ça résume ce signe de qualité, à la fois une démarche, une alimentation des animaux, et puis également une philosophie. Et ça va au-delà, je pense, du produit, du marketing. C'est toute une philosophie autour de l'alimentation, et c'est pour ça que
Vous le savez sans doute, vous l'avez sans doute dit, vous qui êtes tous des spécialistes, mais moi je l'ai appris récemment, donc je le dis très modestement, c'est le troisième, écoutez-moi bien, c'est le troisième signe de qualité le plus apprécié des Français, après le label rouge et le bio. Et donc, en fait, c'est celui qui progresse le plus. C'est pour cela que j'y crois beaucoup. Et je suis sûr que finalement, au lieu de dire tout le temps « Ah oui, mais on a une agriculture raisonnée, c'est un peu compliqué », avoir une marque comme Bleu Blanc Cœur, eh bien, ça résume beaucoup de choses. Les territoires, le respect de l'écosystème, le respect du consommateur. Et pour toutes ces raisons, j'accueillerai en septembre, avec grand renfort de trompette, tout le signe de qualité Bleu Blanc Cœur à Rungis. Et j'espère que Stéphane, tu seras avec nous. Stéphane Layani, président du marché d'intérêt national de Paris. Nous avions plein de questions à vous poser, vous y avez répondu, tout simplement. Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, qu'est-ce que tu veux que je rajoute derrière ça? Non, je veux juste remercier sincèrement, dire deux choses. D'abord, remercier sincèrement tous les gens qui sont autour de la table. Vous parlez la plupart avec vos tripes, avec votre cœur, ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est beau des fois. Je veux sincèrement remercier Stéphane Travert d'être venu, Monsieur le Ministre. On n'a pas toujours été d'accord, mais d'accepter de venir là, de discuter avec nous, c'est un vrai encouragement. Je ne vais pas dire que c'est une histoire de couple où il y a des hauts, des bas, mais on se souviendra qu'il y a eu des différends, mais on saura les dépasser parce que les enjeux sont à la hauteur des dépassements qu'il faut avoir. Je voudrais juste, peut-être en guise de conclusion, dire que ce qui met tout le monde d'accord, pour lier des attentes des Français, tout le monde se pose la question, tous les omnivores se demandent ce qu'il y a dans leur assiette, tout le monde est angoissé de plus en plus. Je pense que les obligations de résultat, on va faire un peu d'autosatisfaction, on a été très novateurs en disant les obligations de moyens, les cahiers des charges qui te pèsent sur la tête, c'est une chose, mais si tu es capable de mesurer l'impact nutritionnel de ton jambon, l'impact environnemental de ton litre de lait, tu amènes une réassurance qui est énorme, et je pense que l'avenir, avec un peu de digital, un peu de technologie, l'avenir est de mesurer pour se rassurer, pas chaque consommateur dans son assiette, mais pouvoir de temps en temps mesurer quelle est la qualité environnementale du litre de lait ou du jambon, de ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est ce qui a été décrit notamment par Sylvie en disant il y a une qualité organoleptique, ça se mesure ça aussi. Les professionnels, les cuisiniers savent dire ça c'est une viande Bleu Blanc Cœur, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la composition n'est pas la même. Ça, je pense que c'est l'avenir, c'est un avenir nutritionnel, environnemental, technologique, mais c'est aussi un avenir pour mettre tout le monde d'accord autour d'une obligation de résultat, de se réapproprier nos métiers. Et au-delà des différents, merci à tous. L'avenir est à nous tous, autour de la table. Et on va tout faire pour continuer à améliorer l'offre alimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Nous avions prévu la remise des trophées de la nutrition durable à 16h. Il est 16h30, donc nous sommes dans les temps, mesdames et messieurs. Mais c'était un sujet d'importance autour de la loi Egalim. Merci à toutes et à tous.